Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de Côte d'Ivoire font un match nul face à la Sierra Leone. Ce dimanche, les Ivoiriens ont été repris à la dernière minute par les Sierra Leonais. 2 buts partout, un nul arraché sur le fil au bout du temps additionnel par la Sierra Leone. Les deux équipes joueront leur qualification pour le 8e de finale lors de la dernière journée. Le ministre-gouverneur du district du Bassa-Sandra, Philippe Légré, a été installé à San Pedro. Plusieurs membres du gouvernement y étaient. Le nouveau ministre-gouverneur appelle les populations au renforcement de l'unité et à s'approprier ce nouvel instrument de développement mis en place. En marge de cette cérémonie d'investiture, les ministres Amédée Kofi Kwaku et Adama Diawara visitent des infrastructures. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'imprègne de l'état d'avancement et des travaux de la côtière. Adama Diawara, lui, a visité l'université de San Pedro. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus. La triste nouvelle de son décès est tombée ce dimanche. Ibeka, comme on l'appelait communément, est décédé à son domicile à Bamako. Il a dirigé le Mali à partir de 2013 avant d'être évincé du pouvoir par un coup d'État militaire en août 2020. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est solidaire du peuple malien dans ce deuil qui le frappe. Je vous propose la réaction du président de la République, Alassane Ouattara, au peuple malien. Il a dit, et je cite, « J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, amis, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'au peuple malien. Que son âme repose en paix. » Déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, après ce deuil qui frappe le peuple malien. Voilà, donc on a appris la triste nouvelle aujourd'hui. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus. Ibeka, comme on l'appelait communément, est décédé donc à son domicile à Bamako. Il a dirigé le Mali à partir de 2013 avant d'être évincé du pouvoir par un coup d'État militaire. C'était en août 2020. La Côte d'Ivoire est solidaire des Maliens. Je vous propose ce reportage d'Abou Sanogo. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante sous Alpha Ouma Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali de 1992 à 2002. Il a notamment été premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne en 2013. En septembre 2018, le président réélu du Mali, Ibeka, prête serment à Bamako pour un second mandat à la tête d'un pays en proie aux attaques djihadistes. Le coup d'État qu'il a renversé en août 2020 a été suivi d'un deuxième en 2021. La junte conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années, alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir. À 76 ans, l'ancien président malien vivait reclus à son domicile de Sébénikoro. Il ne menait plus de vie publique depuis qu'il a été renversé. Il avait connu une grave alerte médicale peu de temps après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile. La cause de son décès n'a pas été précisée. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, solidaire du peuple malien, a réagi dans une déclaration en présentant ses condoléances. Nous partons pour le Cameroun, où la CAN se poursuit. Les éléphants ont fait un match nul face à la Sierra Leone aujourd'hui. Les Ivoiriens ont été repris à la dernière minute par les Sierra Leone. 2 buts partout. Les Tunisiens, eux, ont disposé de la Mauritanie et lors de cette deuxième journée, les Aigles de Carthage l'ont emporté 4-0. Arsène Kouassi, Patrick Dadi. Après son succès étriqué contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a cœur de surfer sur cette dynamique. Face à la Sierra Leone, les éléphants réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Franck Kessié
se propose et perd son duel face au gardien sierra-léonais. Dans la foulée, Franck Kessié est tout proche de se racheter, mais ne parvient pas à cadrer. Échéance retardée. La domination des éléphants se concrétise à la 25e minute avec l'ouverture du score, signé Sébastien Haller. Sans être souverains dans le jeu, les Sierra-Léonais parviennent aussi à se créer quelques opportunités, mais la tentative de Mohamed Bouya est repoussée par Sangaré Ali. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les hommes de Patrice Baumel repartent sur le même fondement, mais peinent à se montrer efficaces à l'image de la tentative de Nicolas Pépé. Un manque d'efficacité qui sonne le réveil des Sierra-Léonais. Moussa Camara profite d'un service pour égaliser. À un but partout, le match s'anime et tourne rapidement au duel des buteurs. Nicolas Pépé redonne l'avantage aux siens, mais si la possession est ivoirienne, le réalisme est sierra-léonais. Alaji Camara exploite parfaitement la bourde de Sangaré Ali pour rétablir la parité. 2 buts partout, score final. Un nul qui contraint la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone au partage de points, en attendant leur prochaine sortie le 20 janvier pour une éventuelle qualification pour le 8e de finale. Dans le groupe F, la Tunisie s'offre un festival contre la Mauritanie, 4-0 pour faire oublier sa défaite du premier match. Séduisant et déterminé, à l'image du capitaine Wabi Kazri, les Aigles de Carthage ne laissent aucune chance aux Mourabitoun éliminés de la compétition. Les Tunisiens devront confirmer contre la Gambie pour s'assurer une qualification directe. Et les Aigles du Mali, eux, peuvent nourrir des regrets. Alors qu'ils menaient face à la Gambie, les Scorpions ont égalisé dans les dernières secondes 1 but partout. Les Maliens ont manqué là l'occasion de se qualifier directement pour le 8e de finale. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. Tous deux vainqueurs de leur première sortie, le Mali et la Gambie s'affrontent dans la perspective de s'offrir une place en 8e de finale. Une rencontre très disputée en première période, mais le tableau d'affichage reste inchangé. C'est en seconde période que le match se débride. Le Mali s'offre de multiples occasions sans pour autant se montrer efficace. Dominateurs, les joueurs maliens sont récompensés de leurs efforts grâce à un pénalty transformé par Ibrahima Koné. À 1-0, les Maliens croyaient faire le plus dur, mais se font surprendre également sur une action litigieuse. Interpellé par la vidéoassistance, l'arbitre accorde le pénalty. Moussa Baro se propose et convertit parfaitement pour rétablir la parité. Un but partout, score final. Les Aigles du Mali peuvent nourrir des regrets après avoir vendangé plusieurs occasions. De son côté, la Gambie réalise une belle opération en arrachant le point du nul au terme du temps réglementaire. Au classement, la Gambie et le Mali se partagent la première place du groupe F. Et tenus en échec pour leur premier pas, les Fennecs d'Algérie, champions d'Afrique en titre, n'ont pas pu décrocher un succès encore ce dimanche face à la Guinée équatoriale. Pour se rassurer, les Algériens ont été battus par les Équato-Guinéens sur un score d'1-0. Et la fête du football continue au Cameroun. À l'affiche demain lundi 17 janvier, 2 rencontres. Cap-Vert, Cameroun, pays organisateur, et le Burkina Faso sera face à l'Éthiopie. Et on n'oublie pas du tout le match de la Côte d'Ivoire jeudi prochain contre l'Algérie. On continue de croire en la victoire des éléphants. On prie et on croise sur tous les doigts pour cette victoire. Le Boclé, l'Anawa et San Pedro, voici les 3 régions qui forment le district autonome du Bassa-Sandra. Hier samedi, le ministre-gouverneur de cette nouvelle entité territoriale, Légré Dakba Philippe, a été investi dans ses nouvelles fonctions. Plusieurs membres du gouvernement y ont pris part aux côtés des populations. Il promet de veiller à la bonne exécution des projets de développement. Mama Traoré, depuis San Pedro pour vous. Espace Rotary de San Pedro. Le district du Bassa-Sandra s'y est mobilisé ce samedi pour célébrer la nouvelle ère de décentralisation, celle qu'incarne Légré Dakba Philippe en sa qualité de ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Investi dans ses nouvelles fonctions par la chefferie, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et plusieurs membres du gouvernement, Philippe Légré, témoigne sa gratitude au chef de l'État. Merci, monsieur le président de la République. M'adressant à mes parents, je vais leur dire de nous faire confiance et de faire confiance au président Ouattara.
de faire confiance à ces grands hommes, à ces grands bâtisseurs, eh bien, c'est grâce à lui que nous allons sortir de l'ornière et que nous sommes sortis de l'ornière. Les régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa forment le district autonome du Bas-Sassandra et leurs attentes sont nombreuses en termes de développement. Les populations de la région du Boclé voudraient par ma voix vous présenter certaines doléances qui leur tiennent à cœur. Il s'agit de la construction du port de Sassandra, de la construction du débarcadère de Fresco. Je souhaiterais également souligner que l'arrière-pays de nos régions sont en attente de projets. La Nawa est une région à très fort potentiel. Afin de permettre l'éclosion de cette région, il est indispensable d'investir dans la réhabilitation et le développement d'axes routiers. Pour être à la hauteur de nombreux défis qui l'attendent, Philippe Légré pourra compter sur le soutien du gouvernement. Je voudrais lancer un appel au rassemblement de toutes les forces vives autour de votre personne et de l'entité que vous dirigez afin de vous permettre de réussir ce pari et de faire que notre district, meilleur district de la Côte d'Ivoire. Pour conforter ces acquis, l'État a pris l'option d'une gestion de proximité qui impliquera à son tour une participation plus directe des populations dans ce qui les concerne. Les districts autonomes deviennent ainsi le dernier anneau qui vient achever le dispositif institutionnel de la décentralisation. Que ce soit à Fresco, à Sassandra, à Soubré, à Gayo, à Mayo, à San Pedro, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. À vous tous, ayez le sens de la tolérance. Ayez à cœur, monsieur le ministre-gouverneur, de ne pas trahir la confiance du président de la République et d'œuvrer pour développer les énormes potentiels en matière agricole et touristique qui n'attendent qu'à être mis davantage en valeur. Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle fonction et vous réaffirme mon soutien constant. J'ai cité ici le Premier ministre Hachi Patrick. Renforcer le réseau de voirie dans les 3 régions du district du Bas-Sassandra et surtout l'urgent chantier de mise à niveau des infrastructures à San Pedro en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voilà autant de défis que devra relever le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Faire du district du Bas-Sassandra un district prospère, rayonnant, c'est le défi que veut relever le ministre-gouverneur Philippe Légré. Il lance donc un appel à toutes les forces vives dans un élan de solidarité. Les opérateurs économiques veulent jouer leur partition. Sam Kona, Mama Traoré, va au Clao. Grosse mobilisation des 3 régions du district autonome du Bas-Sassandra. Les délégations sont venues de San Pedro, de la Nawa et du Boclé pour exprimer leur engagement aux côtés du ministre-gouverneur Philippe Légré. Un pari pour continuer ensemble sur le chemin du développement dans cette mission à lui confier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur qui, dans son discours, a donné le ton des actions pour un Bas-Sassandra prospère. Une vision à laquelle adhèrent les opérateurs économiques de la zone. C'est une joie immense pour nous et le port autonome de San Pedro, qui est la plateforme économique par excellence qui permet justement le développement et la croissance de cette région-là, se réjouit parfaitement et accueille avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup d'espérance aussi le développement de notre région, la croissance partagée et la richesse également partagée au niveau de notre région. À San Pedro, mais aussi dans la Nawa et le Boclé, les responsables d'entreprises ne sont pas en reste du développement. Nous attendons énormément dans la supervision du ministre, dans son leadership quant au développement d'une région comme San Pedro. Avec les acteurs qu'il faut, à la place qu'il faut, nous y parviendrons. La tâche et les actions à mener sont des défis énormes. À côté de son engagement, le ministre-gouverneur peut compter sur des hommes et des femmes acquis à la cause du Bas-Sassandra.
Du Bassa-Sandra ont des raisons de se réjouir et d'être surtout fiers de leur district. Les travaux de réhabilitation de la côtière sont en cours. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, s'est rendu sur cette voie ralliant Abidjan, San Pedro pour s'enquérir du rythme des travaux et de leur évolution. Comment avance l'ouvrage? Élément de réponse avec Mama Traoré. Vu l'état actuel de la côtière, rares sont les véhicules à l'emprunter. L'aventure est parfois chaotique pour certains poids lourds. Les minicars de transport, eux, essaient tant bien que mal de desservir les villes de Grand Laou, Fresco, Sassandra et de San Pedro, localités périphériques à cet axe routier. On peut faire au moins 3 heures du temps, 4 heures du temps sur Sassandra. Là, la route n'était pas bonne. Voilà, ils sont en train de faire les travaux. Bon. La route est peu bonne pour le moment d'abord. Donc c'est ça qui fait qu'on est un peu rapide. Depuis septembre dernier, cette voie longue de 353 km connaît des travaux de rénovation dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 3 entreprises sont engagées sur le chantier afin d'être dans les délais de fin 2022. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier vient déjà se faire une idée de l'état d'avancement du chantier. Sur la section d'Abou-Grand Laou, les travaux avancent, mais nous avons demandé à l'entreprise d'augmenter sa cadence. Sur la section Fresco-Sassandra, je pense que l'entreprise travaille bien, les travaux avancent bien, aussi bien sur la section Sassandra-San Pedro. Donc sur ces 2 sections, avec les travaux préliminaires que l'entreprise a terminés, on peut économiser, ils nous ont fait économiser 1h30 sur le temps de parcours ancien. Seule la section menant de Grand Laou à Fresco connaît des retards. Sur ce tronçon, l'entreprise n'a travaillé que sur une dizaine de kilomètres. Le reste du tronçon était un véritable calvaire parce que la route était dans un état de dégradation très avancé. Nous avons demandé à l'entreprise qui ne s'est pas encore véritablement mobilisée donc de faire tout pour que sur ce tronçon, les travaux aillent très vite. Tout sera fait pour lever les obstacles. Au niveau des moyens, il n'y a pas de problème. Au niveau des budgets, tout est prévu. C'est un délai relativement court. Ça nécessite donc une très bonne organisation, de sorte qu'on puisse donc tenir les délais. Le chantier de la côtière se prolonge dans les rues de San Pedro, ville hôte de la Cannes 2023. Les axes routiers de la cité portuaire sont en pleine métamorphose. Ce boulevard en construction va ainsi rallier le rond-point de la gare routière au futur village de la Cannes, en passant par la nouvelle université de San Pedro. Ce samedi, dans la même région, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité l'université de San Pedro. Adama Diawara est allé s'imprégner du fonctionnement de ce nouveau temple du savoir qui a ouvert ses portes. Vous vous souvenez, le 19 octobre dernier, le site est encore en chantier avec la construction en cours des infrastructures. On retrouve Mama Traoré. Dans l'amphithéâtre de l'université de San Pedro, Adama Diawara est en pleine démonstration de formules physiques. Sous la casquette de l'enseignant, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dispense un cours de mécanique du point aux étudiants des classes préparatoires de mathématiques, physique et de sciences de l'ingénieur. Je constate que le niveau il est assez bon. C'est vrai qu'il y aura une montée en puissance, mais je pense que petit à petit, avec la qualité et la compétence des enseignants qu'ils ont, je suis persuadé qu'on en fera de bons ingénieurs demain. À la fin du cours magistral, Adama Diawara reprend ses fonctions de ministre pour sillonner la nouvelle université dont certains édifices sont en cours de construction. Tour à tour, il se rend sur les chantiers de la future cité universitaire, de la scolarité, des salles de travaux dirigées, de la bibliothèque, de la salle de conférence et enfin de la station d'épuration. La fin des travaux de la phase 1 est prévue pour la mi-avril 2022. Alors, il était de mon devoir en tant que ministre du sous-secteur de venir voir l'état d'avancement des travaux pour être sûr que les délais prévus pour la mi-avril 2022 seront tenus. Donc, nous avons fait le tour des chantiers pour voir l'évolution donc de ces chantiers-là. Et de là, je rendrai compte à ma hiérarchie, notamment donc au président de la République et au Premier ministre. J'avoue que je suis satisfait de ce que j'ai vu. À ce rythme-là, je pense que les délais seront tenus. Ou alors, s'ils ne sont pas tenus, il y aura peut-être un décalage, mais qui est infime. Pour cette première année, l'université de San Pedro accueille 380 étudiants.
Le marché Gouro, situé dans la commune d'Agamé, fait aussi sa mue. Vous allez le voir, ce marché très fréquenté changera bientôt de visage avec de nouvelles infrastructures. La mairie d'Agamé et la coopérative des marchés Gouro d'Agamé ont décidé de construire un marché ultra moderne à Roxy. La pose de la première pierre a été faite cette semaine, nous rapporte Abou Sanogo et Lot Kofi. Voilà à quoi ressemblera désormais le nouveau marché Gouro d'Agamé Roxy. Cet édifice comprendra des magasins, un marché aux légumes, des institutions financières et un parking au sous-sol. La pose de la première pierre a été faite par le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaourou, le représentant du ministre du Commerce et les femmes issues de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé. La construction de ce marché permettra d'aider les femmes à mieux exercer leur commerce dans un environnement sain. Les députés maires de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaourou et le représentant du ministre du Commerce ont rendu un hommage aux commerçantes. Je réitère donc mon engagement et ma promesse de tout mettre en œuvre pour que le marché Gouro d'Adjamé Roxy soit l'un des meilleurs de la Côte d'Ivoire, un lieu de rendez-vous de nos familles, des jeunes et des moins jeunes, avec l'envie de se faire plaisir pour nourrir son corps et son esprit. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier et appuyé à des braves dames pour leur constant engagement et leur détermination au service de la nation et du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Rappelons que c'est sous l'initiative de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé et avec l'appui de la municipalité que ce marché verra le jour. Sur la scène politique ivoirienne, les populations de Nagabaré dans le département de Bondoukou se sont mobilisées hier samedi à la place publique de la localité pour rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations sont reconnaissantes au chef de l'État pour ses actions de développement dans les régions. Herman Yamien pour le reportage. Avant 2012, seulement 20% des villages disposaient d'électricité dans le district du Zanzan. Aujourd'hui, c'est plus de 70% des villages qui sont connectés au réseau électrique national. En plus de l'électricité, la plupart des localités du district bénéficient de pompes hydrauliques, de dispensaires, d'écoles primaires et les voies d'accès aux différents villages sont régulièrement reprofilées. Pour toutes ces actions de développement initiées au profit du district du Zanzan, les populations ont décidé de dire merci au président de la République Alassane Ouattara. Réunis à Nagabaré, village situé à 70 km de Bondoukou, les populations avec à leur tête le roi de Bouna, l'ensemble des chefs traditionnels de la région et les guides religieux ont tenu à rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir sorti tout le district du Zanzan de l'obscurité. Les actes posés chez nous par le chef de l'État sont nombreux et diversifiés. Dans le domaine de l'électrification, par exemple, d'un taux de couverture en dessous de 20% en 2012, nous sommes aujourd'hui à un taux de couverture au-dessus de 60%, avec une projection à 100% en 2025. Avant, pour quitter ce village et arriver à Abidjan, on pouvait passer plus de 3 jours sur la route. Mais aujourd'hui, on peut faire aller-retour. Le président a encore au programme des constructions des châteaux d'eau dans toutes les sous-préfectures et des gros villages. Il a fait beaucoup. Représentant le parrain de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, le préfet des régions du Gontougo, a salué cette initiative des populations avant de rappeler les grands chantiers entrepris par le chef de l'État dans le district du Zanzan. Entre autres, le bitumage en cours de l'axe Anbilokou-Bondoukou, l'université de Bondoukou et la construction en cours d'une zone industrielle de transformation de la NACAD. Le gouvernement est assidûment et résolument au travail afin que ces acquis tangibles touchent toutes nos régions ainsi que le quotidien de tous les Ivoiriens. Beaucoup a été fait pour sortir le district du Zanzan de la précarité, certes, mais il reste encore à faire dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Les populations ont donc demandé des efforts supplémentaires au président de la République Alassane Ouattara afin de sortir totalement cette région de la précarité. Pour clore cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district du Zanzan a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé de Nagabaré
pour répondre à une doléance des populations. On prend aussi le développement, la paix, l'unité dans la région, dans le canton Niélé, département de Ouangolo-Dougou. Des festivités culturelles y sont organisées pour renforcer la cohésion sociale. Un moment de promotion des danses de la localité, mais également de retrouvailles pour ces filles et fils du canton. C'est la 7e édition, nous disent Théodore Zouzou, Jamagagi. Ouameloro, un village à 12 km de Pogo et à 14 km de Niélé, dans le nord du pays. En attraction, le balafon et le boloy, ainsi que plusieurs autres danses du terroir. Nous sommes aux festivités annuelles du canton Niélé. Des retrouvailles pour les fils et filles de cette localité avant d'aborder l'année nouvelle dans la gaieté. Une initiative de Koulibaly, fils du canton Niélé, pour promouvoir la culture du terroir et œuvrer à la cohésion sociale. Tant qu'on ne connaît pas suffisamment notre culture, je ne pense pas que tout ce qu'on fait puisse marcher. La culture, ça peut nous apporter quelque chose. La tradition visitée, les litiges réglés pour recréer le vivre ensemble. Un moment mis également à profit pour parler d'autonomisation de la femme et du développement de la localité. Des remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions entreprises dans la région en matière d'eau potable et d'école. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Par rapport à cette rencontre, il y a des querelles qui finissent. On vient là, dans les villages, on ne se parlait pas. Mais lors de la rencontre, on danse ensemble, on cause, on rit, on mange ensemble. Donc ça apporte beaucoup de choses. Il y a le contact, il y a la collaboration, il y a la fraternité. Bon, ça fait que il y a vraiment le vivre ensemble. Ces festivités du canton Niélé sont à leur 7e édition et sont devenues un creuset de rencontres et une identité culturelle qui permet de passer d'une année à une autre. La paix est une quête permanente. On prie aussi pour la paix à Katiola. Des guides de plusieurs confessions religieuses se sont retrouvés au centre culturel de la localité pour implorer Dieu pour la fraternité, l'unité dans notre pays. Kwado Kwame, Jean de Dieu. Le centre culturel de Katiola transformé en lieu de prière pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. En effet, venus de toutes les localités du Yambol et des régions voisines, les guides de toutes les confessions religieuses se sont retrouvés pour parler union et fraternité. Une rencontre de sensibilisation sur fond de prière et de bénédiction. Une initiative du préfet de région du Yambol qui a rappelé l'importance de la paix. Cette rencontre est aussi une occasion pour les guides religieux présents de contribuer au processus de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous avons une nation à construire. On a voulu, par une symbolique très forte, envoyer l'image d'une Côte d'Ivoire qui peut se retrouver quand il le faut, et l'image de religieux divers qui peuvent se réunir en un même lieu pour parler de paix, pour prêcher la paix. C'est cette image que nous voulons pour la Côte d'Ivoire tout entière. Pour le parrain, cette initiative permet de mettre en lumière le dialogue interreligieux. Merci au préfet de nous avoir associés à cet événement qui nous permet de mettre en exergue ou bien en lumière le dialogue interreligieux. Akassa El Lazare, invité spécial, président national de la Fédération pour la paix universelle, a exhorté les guides religieux et les populations du Yambol à prier davantage pour la paix en Côte d'Ivoire. Le message que nous avons laissé ici, c'est celui de la paix par la famille. Vous savez, nos familles sont importantes. Si nous prenons soin de nos familles, si nous rendons nos familles saines, il va en sortir des enfants de Dieu. Donc j'invite tous les Ivoiriens à prendre soin de leur famille. Invocation, louange et bénédiction ont marqué cette rencontre religieuse à Katiola. La paroisse Saint-Mathieu de Yopougon, Cité Verte, a célébré aujourd'hui le jubilé de ses 25 ans d'existence. Érigée en paroisse en 1995, les fidèles chrétiens traduisent leur reconnaissance à Dieu pour toutes ces années d'évangélisation et de croissance de leur église. La ministre Anne-Désirée Ouloto, invitée spéciale à communier avec les fidèles. Jean Magagi. Yopougon, Cité Verte, l'église catholique Saint-Mathieu est en fête. Érigée en paroisse en 1996, les fidèles chrétiens célèbrent le jubilé de leurs 25 ans d'existence.
sous fond de reconnaissance et de prise de conscience. Cette célébration est également l'occasion pour les leaders de renouveler leur engagement à œuvrer pour l'autonomie de la paroisse. Les conseils ont toujours fait en sorte que tous les groupes soient autour des pères curés. C'est ensemble, laïcs et prêtres, les forces mises ensemble, que nous pouvons aller de l'avant. Donc notre rôle, c'est de mobiliser l'ensemble des laïcs, l'ensemble des responsables, afin que autour de nos pères curés et de nos pères de la paroisse, nous puissions donc réaliser tous les projets que nous avons donc constitués. J'aimerais que le Seigneur bénisse cette paroisse, qui ouvre les moyens pour que nous puissions agrandir la paroisse pour les enfants, pour les orphelins, les veuves, tout ça là, franchement, que le Seigneur se souvienne d'eux à travers cette paroisse. Célébrant la messe de ce jubilé, l'évêque du diocèse de Yopougon, Jean-Salomon Lesoutier, a traduit la reconnaissance de la paroisse à la ministre Anne-Désirée Ouloto, invitée spéciale. Ce jubilé, couplé avec le 11e anniversaire de la dédicace de la paroisse, une occasion de faire le bilan. Il y a le thème de l'année qui est basé sur l'adoration. Nous sommes dans le domaine du spirituel et il nous est difficile de quantifier combien il y a eu de conversions, combien il y a eu de personnes qui ont adhéré à la foi catholique à travers cette paroisse. La paroisse a grandi aussi bien par ce qui se voit et nous espérons aussi par ce qui ne se voit pas. Après 25 ans, nous voyons que Saint-Mathieu est devenu une paroisse mature qui tend vers son autonomie financière et vers tout en enfant. Plusieurs pionniers ayant œuvré pour la croissance de la paroisse ont été distingués. Dans les années à venir, l'Église prévoit se doter d'un complexe économique pour son autonomie et la prise en charge des populations vulnérables. Et on reste en prière, soudés, mobilisés pour vaincre cette pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 16 janvier, la Côte d'Ivoire, notre pays, enregistre 133 nouveaux cas confirmés. À la date du 16 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte 79 221 cas confirmés, dont 74 296 personnes guéries, 758 décès au total et 4 167 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner, protégeons-nous, protégeons les autres. Continuons surtout d'observer les gestes barrières. Ces gestes simples, mais ces gestes qui nous préserve de ce coronavirus. En France, le Parlement a adopté définitivement aujourd'hui le projet de loi instaurant le pass vaccinal à partir de 16 ans. Le gouvernement souhaite le mettre en œuvre au plus vite face au regain du coronavirus. Il espère une entrée en vigueur d'ici le 20 janvier prochain. C'est l'épilogue donc de 2 semaines mouvementées. Désormais en France, il faudra justifier donc d'un statut vaccinal complet pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Ici en Côte d'Ivoire, ce drame survenu ce dimanche matin dans la commune de Cocody. 7 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation à la Riviera Golf, non loin du rond-point de l'église Notre-Dame de la Tendresse. Plus de détails sur cette information confirmée par le groupement de sapeurs-pompiers militaires GSPM. Avec Tanguy Dangui. Panneaux de signalisation arrachés, débris de pare-brise et de traces de sang sur la chaussée au moment de notre passage sur les lieux du drame en milieu de matinée de ce dimanche donnent une idée de la violence de l'accident. Les premières images du drame qui a coûté la vie à 7 personnes circulent sur les réseaux sociaux. Charles est parmi les premiers sur les lieux. La voiture est tellement gâtée, on ne peut même pas... Je ne sais pas si quand ils vont envoyer, ils vont réparer encore. Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers sont accourus. Mais il n'y avait presque personne à secourir. Nous avons été alertés aux alentours de 3 h du matin pour un accident de circulation au niveau de la Riviera, le carrefour Notre-Dame de la Tendresse. Donc immédiatement, nous avons fait partie 3 engins, un engin d'incendie, une ambulance de réanimation et un véhicule de désincarcération, vu qu'on nous signalait qu'il y avait des victimes bloquées à l'intérieur. Et à l'arrivée sur les lieux, il s'agissait d'une collision entre un véhicule de particulier et un camion, enfin un véhicule d'entretien des voies routières. Donc le bilan fait état de 8 victimes, dont 7 décédés, incarcérés, qu'il a fallu faire sortir du véhicule, et une autre victime qui a été évacuée au niveau du CHU de Cocody.
Comment éviter ce genre de drame sur les routes? Il n'y a pas de magie, selon le chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Il faut simplement respecter le code de la route, a-t-il poursuivi. Et un autre drame est survenu du côté de Grand Bassam. Un élève de terminale âgé de 19 ans est mort dans un accident au rond-point de Grand Bassam. Il revenait de la plage avec ses amis après la célébration d'un anniversaire. Le chauffeur, qui a perdu le contrôle de son véhicule, s'est enfui avec son apprenti sans demander son reste. Une trentaine d'adolescents de la commune d'Abobo étaient à bord de ce véhicule de 18 places. Soyons vigilants sur les routes. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Abou Sanogo. En République démocratique du Congo, la justice militaire a condamné ce lundi 10 janvier à perpétuité et rayé des cadres 2 policiers, dont un officier supérieur, pour le meurtre en février 2018 du militant Rossi Mukendi. Le jeune Rossi Mukendi avait été tué devant une paroisse lors d'une manifestation des laïcs catholiques et de l'opposition pour exiger le départ de Joseph Kabila. 16 personnes ont été brûlées vives dans un minibus taxi après une collision avec un autre véhicule sur une route de la province de Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Le bus a pris feu. 16 occupants du minibus pris au piège ont été brûlés vifs. Le conducteur a également été tué sur le coup. 8 personnes ont été également blessées. Les États-Unis vont accroître de 10 millions le nombre mensuel de tests de dépistage de la COVID-19 à destination des écoles afin de les garder ouvertes, a annoncé la Maison-Blanche, alors que la vague de contamination menace de rendre inéluctable un retour à l'enseignement à distance. Environ 4% des écoles des États-Unis ont déjà dû fermer en raison de la vague de contamination provoquée par le variant Omicron. Twitter est de nouveau opérationnel au Nigeria après une suspension de 7 mois dans le pays. Le président Muhammadu Buhari a approuvé la levée de la suspension de Twitter au Nigeria. Les autorités nigériennes affirment qu'après plusieurs mois de négociations, Twitter a finalement accédé à toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, notamment en matière de taxation et de gestion des contenus ne respectant pas les lois du Nigeria. Les passagers aériens en provenance de plus de 150 pays ne pourront plus transiter par Hong Kong. Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, cette suspension qui concerne tous les pays classés à haut risque sanitaire par les autorités hongkongaises prendra effet dimanche pour une durée d'1 mois, a indiqué l'aéroport sur son site internet. L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, déjà condamnée à 6 ans de détention par la junte en Birmanie, a de nouveau été inculpée pour corruption. 5 nouveaux chefs d'accusation pour corruption ont été prononcés vendredi à l'encontre de la lauréate du prix Nobel de la paix 1991. Elle est accusée d'avoir causé une perte financière à l'État birman en violant les règlements sur la location et l'achat d'hélicoptères. Aung San Suu Kyi est détenue depuis le coup d'État du 1er février 2021. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé à son domicile de Bamako ce dimanche matin à 9h. Cette information a été confirmée par plusieurs membres de sa famille. Ibeka, élu président du Mali en septembre 2013, avait été renversé par des militaires en août 2020. Voilà, et la Côte d'Ivoire est solidaire des Maliens dans ce deuil. Je vous propose le message de condoléances du président de la République, Alassane Ouattara, au peuple malien. Il est ainsi libellé. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, amis, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'au peuple malien, que son âme repose en paix. Fin de ce journal supervisé par Michel Mambo, réalisé par Awa Sawadogo. Merci à toute la régie là-haut, à Aurélia Doukola, à Pascaline Kwame et surtout à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À très vite.